bruits de bombardements, de tirs, de drones. On a été réveillés plusieurs fois quand on était sur place. Pour nos équipes, c'est une nuit normale. Je suis Jonathan Fontenelle, responsable du service Sûreté Sécurité pour Médecins du Monde France. Je suis Louise Bichet et je suis responsable du pôle Moyen-Orient et Amérique latine pour Médecins du Monde France. Et nous rentrons donc d'un déplacement à Gaza où nous sommes allés voir nos équipes quelques jours. Nous avons leur apporter notre soutien, faire rentrer du matériel, tester l'entrée et les points de passage et puis documenter la situation sur place. Donc nous sommes partis à Rafah, depuis le Caire. Et les zones accessibles aujourd'hui sur Gaza, c'est uniquement celle-ci, je pense, aujourd'hui. Oui, c'est un peu compliqué de remonter plus au nord jusqu'à ce qu'on appelle la middle area, donc le centre de la bande de Gaza, et impossible de traverser le Wadi Gaza et donc d'aller jusqu'à Gaza City. Les points de passage sont plutôt compliqués, en tout cas au départ. Donc on démarre du Caire. Du Caire, on a un convoi humanitaire qui est organisé par les Nations Unies. On se coordonne à plusieurs. Et on a 7 heures de route à traverser. Et arrivé là-bas, on arrive au niveau de la frontière donc égyptienne tout d'abord. On a des contrôles à faire sur place, au niveau donc de Rafah, pour arriver de l'autre côté, du côté palestinien. On a fait rentrer l'équivalent d'une centaine de kilos de matériel. Il y a des choses très diverses. Et pour en lister une partie du moins, il y a du matériel de communication pour pouvoir voilà, faciliter justement le maintien des communications quand les différents réseaux sont coupés. De la nourriture, beaucoup, pour notre équipe et puis leur famille et ceux avec qui ils vivent en fait dans les abris de fortune. Il y a des manteaux pour le froid, par exemple, quelques traitements médicaux spécifiques, de quoi traiter l'eau pour qu'elle soit potable, des cigarettes aussi, Ouais, ce qui est un... c'est de la survie. Exactement. Mm. Là, en ce moment, un paquet de cigarettes, ça vaut $100 à l'intérieur. Donc, ça compte, effectivement. Et puis du matériel nécessaire aussi pour le bon déroulé d'une mission. Donc il y a des questions aussi de visibilité, par exemple, ce qui garantit absolument rien, puisqu'on voit que le droit international humanitaire est bafoué de manière quotidienne par l'armée israélienne. Cela étant, ça reste indispensable de pouvoir visibiliser les actions, les structures et le personnel en fait, de Médecins du Monde. Simplement catastrophique, indescriptible, une surpopulation entassée, pas d'abri, pas de conditions sanitaires acceptables, pas de nourriture, rien en fait. Il n'y a absolument rien là-bas. Malgré tout, en tout cas, pour avoir fait d'autres types de contextes, un accueil incroyable. Je ne me suis pas senti du tout en insécurité arrivé sur place, accueilli chaleureusement par les équipes. Même dans le déplacement sur les sites, on a pu travailler malgré tous les bruits de bombardements, de tirs, de drones. On a été réveillés plusieurs fois quand on était sur place. Pour nos équipes, c'est une nuit normale. Et voilà comment je décrirais pour ma part la situation. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses en tête. Non, non, complètement. Des équipes qui sont elles-mêmes, mais comme tu dis, qui vivent ce que vivent le reste de la population civile. Donc, ils sont touchés de la même manière et pour autant, euh, ils font des choses incroyables et mettre en place des points médicaux et faire 500 consultations par jour. Dans ce contexte-là, ça relève de l'exploit. Les équipes gèrent en direct 2 points médicaux. L'un dans une école où sont réfugiés des milliers de familles et un autre point dans un des plus gros camps de Rafah avec 27 000 personnes, donc un camp vraiment fait de tentes cette fois-ci, qui propose des consultations de soins de santé primaires. Donc c'est vraiment ce qu'on peut imaginer comme une consultation de généraliste ici, donc c'est très large. Ça comprend aussi des consultations psy. Il y a évidemment plein d'obstacles à ce maintien de ces points médicaux. Là, comme ça, ceux qui me viennent en tête, évidemment, c'est le manque criant de médicaments. On a un convoi qui est rentré
par un heureux hasard le même jour que nous, mais ça faisait des semaines qu'on l'attendait. Donc l'équipe se débrouillait en attendant avec des donations de l'OMS notamment, mais c'était vraiment une chose compliquée à gérer. Un autre problème, c'est le manque d'espace. John le disait tout à l'heure, hein, c'est effectivement une ville qui est surpeuplée, il y a du monde partout, des tentes partout. Tous les espaces sont utilisés par les familles pour s'installer quelque part. Et donc le simple fait d'avoir un espace dédié pour la consultation médicale, c'est déjà un défi en soi. C'est des points médicaux sur de la terre battue, avec des cartons sur les côtés, des piquets en bois trouvés pour faire un toit. On est vraiment dans ce type d'installation de fortune. Donc ça, c'est vraiment les défis quotidiens. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est des gens qui arrivent pour dispenser ces consultations, qui elles-mêmes sont particulièrement touchées, vulnérables, voire traumatisées pour beaucoup d'entre eux, et qui vont voilà, arriver, pareil, tu parlais des nuits extrêmement compliquées quand même à vivre, avec le manque de sommeil, avec l'angoisse, avec sans cesse la question de savoir si ses propres enfants vont dormir à l'abri, vont avoir suffisamment à manger. Ils délivrent ces consultations-là pourtant tous les jours. Je commencerai par les questions de maladies transmissibles, donc ce qui est infection et qui sont dues à la vie, notamment en promiscuité, la vie dans des conditions insalubres. Beaucoup d'épidémies qui pourraient être traitées facilement dans un contexte normal, avec chez les enfants, notamment les enfants en bas âge, beaucoup de diarrhée par exemple, qui peuvent s'avérer très problématiques en l'absence de traitement adéquat, en l'absence d'eau potable par exemple. Il y a des questions aussi de sous-nutrition, voire de malnutrition. Les équipes sont en train de documenter au maximum ce type d'informations. Mais là aussi, pour être très concrète, c'est compliqué d'avoir accès à un ordinateur, d'avoir accès à de l'électricité. Donc typiquement, c'est aussi ce genre de défi auquel ils font face pour collecter des données tangibles. Et puis après, évidemment, il y a les questions de santé mentale qui sont quand même extrêmement lourdes, à grande échelle. C'est notre plaidoyer en fait de réclamer un cessez-le-feu. En fait, il n'y a pas de moyens techniques par rapport à tout ça. C'est un cumul d'atrocités qui ne nous protègent pas. Les bombes, elles arrivent du ciel, on ne sait pas d'où. Quand est-ce qu'elles vont tomber, ce genre de choses. Donc, il y a des process mis en place pour dire qu'on est à tel endroit, nous visez pas, ce qu'on appelle les deconfliction process. Certains ont utilisé ce process-là et pas forcément marché. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé par les équipes, en fait, c'est de faire un plaidoyer et simplement de demander d'arrêter à tout prix cette guerre, en fait. Il n'y a pas de recette par rapport à ça. J'ai beau avoir multiples réunions avec des collègues qui font le même métier que moi, à discuter sur ça. Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Il n'y en a aucune, si ce n'est celle-ci, en fait. Non, pas du tout. C'est pas suffisant en volume. C'est pas sécurisé. On l'a vu encore avec les 2 épisodes récents, le camion d'aide à Gaza City qui a dégénéré sans qu'on sache encore exactement tous les détails, mais peu importe, l'État israélien est responsable. Que ce soit une bousculade qui génère des morts et des blessés par manque d'aide, encore une fois, et à cause de la famine, l'État israélien serait responsable, et que ce soit l'armée qui est tirée directement. Dans tous les cas, leur responsabilité, elle est engagée. On l'a encore vu récemment avec le parachutage d'aide et un parachute qui s'ouvre pas et qui tue 5 personnes à l'arrivée. Donc voilà, pas suffisant en volume, pas suffisamment sécurisé. Et puis voilà, on le dit souvent aussi dans d'autres espaces, ça s'improvise pas en fait. La distribution d'aide alimentaire dans un contexte pareil, c'est technique et ça nécessite d'être fait correctement. Et par ailleurs, ça ne répond qu'à une partie du problème. Certes, il y a la famine et le manque d'eau potable, et donc évidemment, c'est une urgence absolue, mais la question du soin, elle ne va pas se régler par du parachutage. Donc il faut ouvrir les points de passage, il faut un cessez-le-feu, comme le rappelait John, évidemment. Et ce sont les mêmes États qui parachutent de l'aide et qui par ailleurs continuent à livrer des armes, par exemple, pour ne citer que les États-Unis ou la France. Donc le parachutage à la marge n'est en rien une solution. Alors d'une part, en termes de mobilisation, je crois qu'on est convaincu quand même que les politiques
peuvent être plus enclins à changer leur position et à être beaucoup plus offensifs si la société civile derrière est beaucoup plus vocale et déterminée. Donc très clairement, je pense que ça peut faire une différence. Soutenir financièrement Médecins du Monde, ça nous permet, nous, de déclencher des fonds sans être dépendants de bailleurs internationaux et de pouvoir affréter, par exemple, des cargos et du matériel médical de manière la plus rapide possible et la plus flexible possible. Je pense à la même chose en fait, c'est de ne pas laisser ça dans l'oubli, que ce soit avec le temps, en fait, un peu comme l'Ukraine, on n'en parle plus, il faut continuer à en parler. C'est ce qu'on nous demande et ce qu'il faut faire justement, c'est pas une normalité ce qui se passe. D'autres choses se passeront par la suite malheureusement, il faut empêcher ça.